Le péril du sachet plastique et ses conséquences environnementales, économiques et... Voilà, le sujet a été au cœur d'un atelier tenu hier à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une activité de plaidoyer à l'endroit des décideurs politiques pour une meilleure protection de l'environnement contre les déchets plastiques. Les frais d'assurance pour les prêts bancaires et les biens immobiliers et roulants sont en augmentation au Burkina Faso. Une charge supplémentaire pour le consommateur, d'où cette indignation de la Ligue des consommateurs burkinabés. Pendant ce temps, les sociétés d'assurance affirment que la mesure d'augmentation est appliquée en toute légalité. Après 2 jours de longues et difficiles négociations, les chefs d'État et de gouvernement des 20 pays les plus riches de la planète sont parvenus à un compromis sur les questions du climat et du commerce. Le communiqué final exprime toutefois les divergences entre Washington et ses partenaires sur l'accord de Paris. Le sommet du G20 s'est achevé ce samedi à Hambourg. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, nous prenons la direction de l'Assemblée nationale où s'est tenu hier un atelier de plaidoyer sur le péril du sachet plastique. L'association Faso Envie Protect est l'initiatrice de cet atelier de plaidoyer. L'ambition, c'est de parvenir à une prise de conscience chez les décideurs politiques pour une bonne gestion des déchets plastiques dans les communes du Burkina Faso. Le reportage de Siedi Larien et Oumou Sissi. Selon le ministère de l'Environnement, plus de 600 tonnes de sachets plastiques polluent l'environnement burkinabé. En 2015, plus de 34% de la mortalité du cheptel est liée aux sachets plastiques. Une situation qui n'est pas sans répercussion sur l'économie de notre pays. Le présent atelier a pour objectif de mettre les députés de l'Assemblée nationale au même niveau d'information sur la lutte engagée contre les sachets plastiques. Nous aurons 2 communications. La première va porter sur les conséquences sanitaires, économiques et environnementales du sachet plastique. Il y aura également une petite projection de 6 minutes qui montre un peu le constat des sachets plastiques un peu partout dans les différentes communes de la ville de Ouaga. Dans le cadre de l'activité, nous avons commencé depuis février. Il ressort que la population même à la base ne sait même pas qu'il y a une loi qui a été votée. Des dispositions ont déjà été prises au niveau législatif dans la lutte contre les sachets plastiques, mais leur application reste toujours une difficulté. Les parlementaires se disent satisfaits des thèmes développés au cours de cet atelier. J'espère que ce plaidoyer-là, en tout cas, ira jusqu'aux populations à travers les députés qui doivent continuer sur les 127 députés-là à faire ce travail pour s'approprier non seulement de la loi, mais aussi éduquer. Je dis éduquer les populations à faire en sorte que le sachet plastique puisse disparaître dans notre pays. Cette initiative est l'œuvre de l'association Faso Envie Protect, spécialisée dans la formation, la sensibilisation, l'information et le plaidoyer. C'est une association créée en 2011 et qui œuvre en faveur de la protection de l'environnement, de l'amélioration du cadre de vie et d'appui au développement. Les déchets d'équipements électroniques et électriques font partie des plus nuisibles à l'environnement. Les Nations Unies ont même lancé un cri d'alarme pour que l'Afrique de l'Ouest ne soit plus la poubelle électronique des pays industrialisés. Le Burkina Faso est conscient que débarrasser ce type de déchets est l'une des conditions à la mise en œuvre de l'économie verte. Et c'est tout le sens du projet qui vient d'être lancé pour la gestion de ce type de déchets. Issaka Ouedraogo et Yolande Lompo. Les équipements électroniques et électriques rythment le quotidien de nombreux Burkinabés. Cependant, ces équipements usagés ont une durée de vie très limitée et se transforment en un temps record en déchets électroniques et électriques. Rien qu'en 2014, au niveau mondial, la quantité des e-déchets était estimée à plus de 40 millions de tonnes. Sous nos cieux, par manque de capacité à engendrer une valorisation économique locale, la filière de traitement des déchets peine à se construire. D'où le lancement du présent projet d'une durée de 5 ans financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de la Belgique. Ces équipements contiennent non seulement à côté de métaux précieux
et des métaux en général des substances chimiques qui sont dangereuses pour la santé. Donc on doit absolument s'intéresser à ces déchets et traiter ces déchets de manière d'une part à ce qu'ils n'affectent pas la santé des populations, mais d'autre part il faut essayer d'en tirer profit parce qu'il y a là vraiment ce qu'on appelle une mine urbaine au point de vue des métaux. Un centre d'expertise scientifique pour la gestion des e-déchets sera mis en place à l'université de Koudougou. Et ces 2 signatures de convention scellent ici ce partenariat. Un double niveau de satisfaction, la question du traitement des déchets, mais aussi la question des compétences en ressources humaines dont on va disposer. Outre le ministère en charge de l'enseignement supérieur, le ministère de l'Énergie et celui en charge de l'environnement soutiennent ce projet. Dans la région des Cascades, la crise qui secouait le conseil municipal de Banfoura depuis quelques mois est en phase d'être terminée. 40 conseillers sur 80 du conseil municipal avaient signé une motion de défiance contre le maire Aboubakar Emma, reprochant à ce dernier une mauvaise gestion. Les médiations entreprises par les autorités de la région ont abouti à la signature d'une motion de confiance cette fois, signée par les conseillers au cours d'une session extraordinaire tenue hier. Plus de précisions avec Hassan Gourabou, Sirik Milogo et Karim Sissé. C'est sous une haute protection policière que se tient la session extraordinaire du conseil municipal de Banfoura. À l'ordre du jour, un seul point à inscrire, à savoir l'examen d'une motion de défiance. Des conseillers ont profité donc de mon absence et donc ont organisé donc cette motion de défiance. Et quand je suis arrivé, 14 conseillers ont désisté. Il restait 26 conseillers qui ont donc maintenu leur motion de défiance. J'ai donc convoqué la session extraordinaire et ce matin donc j'ai eu la confirmation que en tout cas les conseillers pour la plus grande partie adhèrent à mon programme. Une motion de défiance comportant 11 points. 40 conseillers sur les 80 que compte le conseil sont signataires de cette motion. Une motion qui dénonce la mauvaise gestion du maire. On a parlé de la disponibilité des agents de l'enseignement qui ont été nommés au niveau de la mairie, dont le ministre refuse de donner la disponibilité. Donc le maire est obligé de piller nos carburants pour les satisfaire parce qu'on ne peut pas payer des indemnités. En dehors de ça, le SG, c'est le cerveau de la commune. En moins d'1 année, nous sommes à notre 3e secrétaire général. Il y a des affectations qui ne méritent pas. Je crois tout ça, nous avons eu à reprocher le maire pendant le conseil municipal, mais il nous répond mal. C'est suite à ça que la motion-là a été écrite et déposée pour le débat. Face à cette situation, des médiations ont été menées par les autorités pour permettre aux 2 parties de fumer le calumet de la paix. Notre rôle n'était pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais notre rôle est de travailler à assurer l'unité et l'union au sein du conseil. Notre souci était de faire en sorte que les conseillers puissent parvenir à régler leurs différends tout en maintenant l'objectif principal qui les unit. Les interventions qui ont abouti à un vote de motion de confiance. Le maire est maintenu à son poste avec 47 voix. Autre point de l'actualité, vous l'avez peut-être constaté, les frais d'assurance pour les prêts bancaires et des biens immobiliers et roulants connaissent une augmentation substantielle ces temps-ci au Burkina Faso. La Ligue des consommateurs s'insurge contre cette augmentation qui constitue une charge supplémentaire pour les citoyens burkinabés. Du côté de l'Association des professionnels des sociétés d'assurance, l'on estime que la mesure est appliquée en toute légalité. Des explications avec Kwale Nebié et Zoubavier David Adabiri. L'assurance, une nécessité pour la garantie du prêt bancaire, aujourd'hui pomme de discorde entre les acteurs. La Ligue des consommateurs reproche aux compagnies d'assurance la prise d'une décision unilatérale qui tendrait à tripler les frais d'assurance des prêts bancaires et des biens matériels. Une décision qu'elle juge inopportune et surtout injustifiée. Nous avons été interpellés par certains de nos membres qui travaillent dans des banques de la place par rapport à l'augmentation des primes d'assurance sur les prêts bancaires. Nous avons des preuves que ces prêts sont passés, ces primes-là sont passées du simple au triple. C'est-à-dire que désormais, quand vous allez prendre une assurance, vous allez prendre un prêt dans une banque,
l'assurance que vous devez payer va être multipliée par 3, et voire même 4 dans certaines situations. Actuellement, le quotidien du consommateur n'est pas facile. Pourquoi c'est maintenant qu'on lui demande de payer 3 fois plus cher qu'avant? Pire, selon Gilbert Somda, cette mesure serait déjà en application dans les différents établissements bancaires, et ce, à l'insu des consommateurs. La mesure est déjà appliquée. Et vous, les banquiers, si vous les approchez, pourront vous dire la réaction des clients quand ils s'en rendent compte. Surtout ceux qui prennent les gros prêts. Quand ils s'en rendent compte, c'est pas facile. Et si on ne les rencontre pas, ben nous avons échangé également avec notre avocat pour voir dans quelle mesure on pourrait attaquer. Du côté de l'association des professionnels des sociétés d'assurance du Burkina Faso, on se défend. Cette augmentation serait la conséquence d'une application des textes en vigueur. Ce n'est pas une augmentation, c'est la réalité des prix que nous pratiquons aujourd'hui. Et nous avons pensé que toutes les sociétés doivent être sur cette longueur d'onde de prix. Et rassurez-vous que la direction des assurances nous accompagne dans notre volonté de pratiquer de l'assurance. Pour les assureurs, une trilogie gouvernera désormais le monde des assurances au Burkina Faso. En matière d'assurance vie, le tarif est fonction de l'âge, de la durée et bien sûr donc du montant. Donc quelqu'un qui a 20 ans qui prend 5 millions, il ne payera pas la même chose que quelqu'un qui a 40 ans qui prend 5 millions pour les mêmes durées. Pour ça, là, il est un peu difficile pour nous de vous dire précisément aujourd'hui 5 millions ça coûte tant. Donc ça dépend de 3 paramètres, l'âge, la durée et le montant. Quand tu prends un prêt de 5 millions et le lendemain tu n'es pas là, alors que tu as contracté une assurance, un contrat d'assurance, les 5 millions qui payent, c'est l'assureur qui paye, alors que tu as payé peut-être une prime de 15 000 francs. Voilà la réalité. Les deux parties promettent se rencontrer très prochainement pour des éclaircissements sur la question. Mais en attendant, le consommateur devra composer avec cette nouvelle donne. On n'en parle pas assez souvent, mais à côté des sociétés immobilières et de l'État, d'autres structures font la promotion du logement décent au Burkina Faso. La coopérative burkinabé de l'habitat en est une et elle regroupe des acteurs issus de divers domaines mais qui ont un besoin commun, à savoir l'habitat. Cette coopérative a déjà à son actif plus de 100 logements à Bassenko. Découvrons-la dans ce téléma signé Ibrahima Sombier et Mounira Keri. Ces logements n'ont pas été érigés par l'État ni par les promoteurs immobiliers. Ils sont l'œuvre d'un regroupement de personnes ayant en commun le même centre d'intérêt, le logement. Des personnes réunies autour de la coopérative burkinabé de l'habitat pour le respect de leurs droits au logement décent. Chaque membre apporte sa contribution qu'on appelle part sociale pour constituer le capital de la coopérative. Ensuite, nous pouvons, comme une société, demander un prêt en banque. Et il y a des textes qui encadrent et qui disent que normalement les taux pour les coopératives doivent être négociés de sorte que ça puisse favoriser la construction de logements de qualité et à un coût relativement modéré. La coopérative burkinabé de l'habitat est forte de 500 membres avec plus d'1 milliard de francs CFA mobilisés. Les Burkinabés entre eux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas un salaire de plus de 200 000, des gens qui ne travaillent même pas dans l'État, c'est-à-dire le secteur informel, la profession libérale, qui se sont regroupés et qui ont pu investir 1 milliard. Et on n'est pas allé en Inde, ni aux États-Unis, ni en Chine. Au moins 130 logements sont déjà disponibles et les premiers résidents commencent à s'installer. C'est ça, très bien ici, il n'y a même pas de soucis. Comme nous avons déjà l'eau, donc on ne se plaint pas. Moi, je suis satisfait du logement. Je n'ai pas trouvé de problème jusqu'à présent. Ça me fait 2 pluies. Non, il n'y a pas de problème ici. Une première au Burkina, saluée par le ministère en charge de l'habitat, qui plaide pour la multiplication des coopératives d'habitat. À ce jour, il n'y a qu'une seule coopérative qui est née. Ce qu'on espère, c'est que dans le processus de réalisation des 40 000 logements, il y ait un développement des coopératives d'habitat. Parce que ça permet de mutualiser les efforts, ça permet aussi d'identifier clairement la demande en matière de logement. Les perspectives, c'est que l'État nous accompagne. On a des projets, puisque c'est comme j'ai dit, nous ne voulons pas nous asseoir pour demander à l'État de faire tout pour nous. En dehors de ce que l'État nous a donné et en dehors de la convention qu'on a signée, on a d'autres partenariats avec les populations pour faire en sorte que ça soit un projet participatif. Parce que pour moi, aucun
développement durable n'est concevable sans une participation sociale équitable. Avec la coopérative burkinabé de l'habitat entièrement créée par les citoyens, le Burkina fait ses premiers pas dans le domaine. Une deuxième coopérative est sur le point de voir le jour dans la ville de Fadangourma, selon le secrétaire général du ministère en charge de l'habitat. La maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso aura bientôt une nouvelle physionomie. 2 bâtiments seront construits au profit des détenus et de l'administration de la MACB. Ces infrastructures permettront aussi de résoudre le problème de la surpopulation carcérale. Le coût des réalisations est estimé à 1 milliard de francs CFA et le lancement des travaux a été effectué jeudi dernier par le ministre de la Justice, Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Voici la maquette des 2 bâtiments qui seront bientôt construits ici à la MACB, la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. R+2 extensible en R+3, l'un va servir de centre de détention avec une capacité d'accueil d'environ 500 places et l'autre bâtiment pour l'administration et le personnel. Le bâtiment est prévu pour une capacité d'accueil de 700 détenus. Donc déjà, vous voyez que ça règle le problème. Également, le directeur qui était le personnel qui n'avait pas de bâtiment, du coup, nous aurons des bureaux et vraiment, ça va nous permettre, nous, personnels, de travailler dans des conditions beaucoup plus responsables, beaucoup plus saines, ce qui est une bonne chose. Cet effort d'humanisation du centre de détention de Bobo-Dioulasso entre dans le cadre d'un processus selon le gouvernement. Coût estimé des 2 bâtiments, près d'1,5 milliard de francs CFA, un projet entièrement financé par l'État. C'est un programme qui est mis en œuvre et au fur et à mesure que nous aurons les moyens, nous allons améliorer en tout cas les conditions de détention dans nos maisons d'arrêt et de correction. Mais en même temps, il y a d'autres activités qui sont menées. Je vous ai parlé de clôture des maisons d'arrêt et de correction, de clôture des palais de justice. Donc, c'est un processus qui a commencé, qui va se poursuivre. Si les délais sont respectés, dans 1 an et demi, la surpopulation carcérale que connaît la MACB va désormais appartenir au passé. Dans l'actualité également, des femmes burkinabées reçoivent des intrants agricoles de la part du gouvernement. Elles sont 500 femmes de toutes les régions du Burkina Faso à bénéficier de cet appui du gouvernement dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration du rendement agricole de ces femmes. La cérémonie de remise des intrants agricoles aux femmes a eu lieu hier à Ouagadougou et le reportage est de Souleymane Sanou et Kadi Sanogo. Ce geste symbolique de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales marque le top de départ de la remise d'intrants agricoles, à savoir des engrais, à 500 femmes rurales des 13 régions du Burkina. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d'autonomisation des femmes. L'objectif visé par cette opération est de contribuer à l'accroissement du rendement agricole des cultures emblavées par ses productrices. Vous avez constaté que le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture est là ce matin pour nous accompagner et ils ont contribué à sélectionner des femmes selon des critères bien définis. Et il s'agit donc au niveau des groupements de femmes, celles engagées dans les activités agricoles depuis au moins 1 année et qui sont légalement reconnues. Il s'agissait également d'identifier des productrices agricoles individuelles qui ont contribué depuis 1 année à la production agricole. Cette initiative du ministère en charge de la femme a été bien accueillie par les bénéficiaires. Ça nous va droit au cœur. C'est ce que j'étais en train de dire à elle. J'ai dit, vous voyez que je brille maintenant parce que le ministère fait beaucoup de choses pour les femmes. Et quand on sent les femmes épanouies, moi en tant que responsable des femmes, en tant que président des femmes, je ne fais que apprécier cette initiative. C'est au total 81 tonnes d'engrais dont la valeur est estimée à 40 millions de francs CFA qui seront distribués aux femmes rurales du Burkina. Toutes choses qui devraient contribuer à lutter contre la pauvreté et à renforcer la sécurité alimentaire dans notre pays. Le cardinal Philippe Ouedraogo sur les traces de réalisation de l'association Belouette du Lalé Nabatigré. La visite a eu lieu hier à la ferme située à Dapelgo, une commune rurale de la province de Loubritenga. Sur une superficie de 42 hectares, le Lalé Naba mène des activités agro-silvopastorales. Ces réalisations ont séduit le visiteur qui compte désormais les expérimenter. Amadou Ilboudo, Estelle Judith Assogba.
Le cardinal Philippe Ouédraogo, accompagné de quelques membres de l'OCADES, visite la ferme Sompaindi des origines, une réalisation de Sa Majesté le Lalé Naba Tigré. De l'agriculture en passant par l'agroforesterie et l'élevage, les hôtes du jour ont été émerveillés par cette œuvre gigantesque réalisée avec l'appui de plus de 50 000 femmes issues de l'association Belouette. Je suis venu ici avec les responsables de l'OCADES, l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, qui est notre structure officielle de la promotion humaine et du développement. Donc c'est signe que nous voudrions vraiment nous en inspirer, autant que faire se peut, pour le bénéfice de nos populations, pour intensifier notre action en faveur du peuple burkinabé. Et tout ce que nous avons vu ce matin, c'est exceptionnel. Alors nous félicitons donc le Lalé Naba et nous ne pouvons que l'encourager à persévérer dans cette initiative. Une visite que Sa Majesté le Lalé Naba Tigré place sous les signes de la foi. Je souhaite que Dieu, par la bénédiction du cardinal, par le pas du cardinal qui a foulé cet espace-là, rayonne sur tout ce que je fais au Burkina Faso pour le bien de mon prochain, mais aussi que tous ceux qui veulent du bien au Burkina Faso, en tout cas que de par ma modeste personne, cette visite-là, en tout cas, ait un impact sur leur action en faveur des Burkinabés. Le promoteur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il envisage d'ici à la fin de cette année se lancer dans la fabrication du moumbin, le pain tigré, et du thé à base du moringa. Cette visite a aussi servi de cadre à Sa Majesté le Lalé Naba Tigré pour offrir une tonne de maïs à chaque confession religieuse de la localité. Dans l'actualité également, c'est parti pour la campagne nationale du tourisme interne et du camp dénommé Enfants, Tourisme et Environnement. Ces activités du ministère de la Culture sont organisées pour servir de cadre d'éveil et d'éducation des enfants sur le plan de l'environnement et du tourisme. Pour cette édition, les régions des Hauts-Bassins et de la Boukou-du-Moune seront visitées par les tout-petits et c'est justement à Didougou que les activités ont été lancées le jeudi dernier par le ministre Tahirou Bari. Le reportage de Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Pour aimer le Burkina, il faut le connaître. Foi de Tahirou Bari, ministre en charge du tourisme. À travers le lancement de ce camp vacances enfants, tourisme et environnement, le département burkinabé de la culture, des arts et du tourisme veut promouvoir le tourisme interne. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour lancer un appel à tous les parents de ne pas hésiter à aller à la découverte du Burkina profond avec leur famille pour que dans l'avenir, ces enfants découvrent réellement les richesses de notre pays et apprennent à aimer cette nation. Ce qui m'a motivé pour venir à ce camp, c'était pour découvrir l'intérieur du Burkina, les différents sites et les différentes cultures du Burkina. Le camp vacances enfants, tourisme et environnement est un cadre de découverte des richesses culturelles et touristiques du Burkina Faso. À cette édition, ce sont plus de 100 enfants qui vont à la découverte des régions de la Boukou-du-Mohoun et des Hauts-Bassins. La région de la Boukou-du-Mohoun, elle regorge effectivement de beaucoup de potentialités, de beaucoup de sites touristiques. Par exemple à Kari, on a les fours, avant on faisait l'extraction du fer. Les mémorials Karamoko Bassanogo de l'Amphira, les champs de greniers de Tika, les villages perchés de Gani sont entre autres des curiosités touristiques à visiter dans la boucle du Mohoun. Après la tenue de la fête nationale le 11 décembre dernier à Kaya, l'heure est à la gratitude à l'endroit de ceux qui ont œuvré à la réussite de l'événement. Hier, le gouvernement a organisé une cérémonie de reconnaissance aux structures partenaires et aux forces vives de la région du Centre-Nord. Mais les populations de cette région attendent encore l'achèvement de certains chantiers et la concrétisation de certaines promesses. Des précisions avec Paul-David Bambara et Oumou Sissi. Il y a déjà 7 mois que Kaya a abrité les festivités marquant le 56e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale. Une fête qui a connu un franc succès au dire des autorités régionales, d'où cette cérémonie pour remercier les structures partenaires et les forces vives de la région. Il y a eu certains écueils qui ont jalonné un peu cette organisation-là.
Mais malgré tout, les gens n'ont pas tenu compte de ce qui s'est passé. Ils ont accepté de se donner la main pour que cette fête soit belle. Il était normal que l'on revienne vers ceux qui ont accepté, consacrer de leur temps, qui ont accepté qu'on mette un peu leur énergie, leur savoir-faire, leur richesse. La célébration de la fête de l'indépendance à Kaya a apporté beaucoup à la région du centre-nord. Mais les attentes sont toujours grandes. Qu'on puisse encore nous faire bénéficier des infrastructures qui n'ont pas connu de réalisation et également l'allocation des 300 millions aux provinces qui n'ont pas pu en bénéficier et en 2016. Elle a bénéficié de plusieurs infrastructures socio-économiques. Il va falloir qu'on puisse les exploiter à bon escient pour qu'elles puissent générer des ressources. Des préoccupations qui ont déjà trouvé écho favorable auprès du gouvernement. Un atelier a eu lieu à Tenkodogo pour déterminer ce qui doivent assurer la gestion des différentes infrastructures dès 11 décembre. En sport, l'actualité est marquée par les championnats d'athlétisme 2017 junior et senior. Ces championnats ont pris leur envol ce matin au stade du 4 août à Ouagadougou. Pour l'entame de la compétition, il y avait de la course, le lancer des poids et le saut en longueur. On voit cela dans ce reportage signé Paul-David Bambara et Mahamadi Ouena. C'est le 5000 mètres dames qui a ouvert les compétitions de ces championnats 2017 d'athlétisme U20 et senior. Une épreuve dominée par le centre-sud. Talato Kemtore, deuxième l'année dernière, prend la première place cette fois-ci en 18 minutes 29 secondes 10. Vianata Baga, également du centre-sud, est deuxième. Au 3000 mètres steeplechase, Brema Bakwan brûle la politesse à la concurrence et s'impose en 9 minutes 53 secondes 28. Le 800 mètres féminin est remporté par Florentine Guigma en 2 minutes 26 secondes 68. Chez les hommes, Emmanuel Somna, avec un chrono d'1 minute 58 secondes 51, est le plus rapide. Au niveau des concours, le lancer de poids féminin est remporté par Saline Nandunke devant Yvonne Koulibaly. Au poids masculin, Sié Kambou prend le dessus sur la concurrence avec un lancer de 13 mètres 64. Enfin, au saut en longueur féminin, Diane Kendebero, avec un bond de 5,42 m, devance Pascaline Bourreau. Les régions sportives ont été représentées et nous tournons avec près de 210 athlètes. Et il faut noter que présentement, il n'y a pas de super favori dans notre athlétisme. La bonne preuve est qu'au 3000 mètres steeple, c'est un nouveau qui a commencé cette année qui a gagné. Cette première journée des championnats d'athlétisme U20 et senior laisse déjà un constat. C'est qu'on sent que les gens se sont beaucoup préparés pour ces championnats, puisque les performances, même s'il n'y a pas de grandes performances, dans l'ensemble, le niveau a légèrement monté. Donc, ce qui est intéressant pour nous. À une semaine du meeting de Ouagadougou et à 2 semaines des Jeux de la francophonie, ces compétitions doivent être un tremplin pour les athlètes qualifiés de poursuivre leur préparation. À l'étranger, le sommet du G20 de Hambourg s'est achevé ce samedi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sommet a été l'un des plus conflictuels de ces dernières années. Les points de discorde concernent notamment le climat et le commerce. Malgré tout, les pays du G20 ont adopté un accord qui acte l'isolement des États-Unis sur la question de la lutte contre les changements climatiques. C'est un G20 historiquement tendu qui s'est achevé ce samedi à Hambourg. Les dirigeants des grandes puissances mondiales ont adopté un communiqué final qui cache mal leurs divergences et l'isolement des États-Unis. On retiendra les concessions faites à Donald Trump sur le climat. Le G20 a pris acte de la sortie de Washington de l'accord de Paris. Mais pour tous les autres pays, l'accord est considéré comme irréversible. Je pense qu'il est très clair que malheureusement, nous ne pouvions pas parvenir à un consensus, a dit la chancelière allemande, mais les différends n'ont pas été gommés, dit-elle, ils ont été clairement indiqués. Sur le commerce, un compromis à minima a également été arraché. Le G20 a réaffirmé son engagement à lutter contre le protectionnisme tout en reconnaissant un droit à l'usage d'instruments de défense commerciale. Interrogé sur son face-à-face avec Donald Trump, Vladimir Poutine s'est montré confiant tout en restant évasif. Je ne dois pas vous révéler tous les détails de mes entretiens avec le président Trump, a-t-il dit. Il m'a posé une question, j'ai répondu, il a posé d'autres questions, je me suis expliqué et je pense qu'il a été satisfait de mes réponses. Le principal contentieux porte sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. La Maison-Blanche affirme que Donald Trump s'est montré offensif face au maître du Kremlin.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée de samedi en compagnie de la RTB.